Ready, tout le monde, ça va? Le son, vous entendez bien? Ouais, moi j'entends tout le monde. Parfait. Ah ouais. Bonjour à tous et bienvenue sur The EZODW Podcast. Je suis en direct de l'UFA. Je suis avec JQQ, JWQ, JQ Square et Chaz. Et avec nous, nous avons une invitée très spéciale, surtout pour nous, parce qu'on est dans le même domaine. On a Valentine et Jenny 6. Pas mal. C'est Sœur Jenny alors? Belle prononciation, rien à dire, on l'a briefé avant, c'est bon, il est à fond. Il a fait parfait, On l'a briefé avant, il y a 5 secondes. Il y a 5 secondes. T'as vu ça? Mais il est à fond, c'est bon. Mais attends, comment on passe de Valentine à Jenny? Alors, c'est mon alter ego. Non. Ah, ok. I am Non. Jenny Fierce, ok. En fait, vous connaissez un peu tous le concept du pseudo de quand on a 10 ans et qu'on s'appelle Dark Sasuke du 71. Yes. Voilà, bah moi je suis partie avec un pseudo qui s'appelait Jen 1815. Voilà, donc je me suis T'as dit, bien fait de vas-y, changer. il y a un moment, tu veux évoluer, le 18-15 il va pas passer, c'est un peu de la merde. Mais sauf que j'avais toujours envie de garder l'ADN du Jen parce qu'en fait c'était un personnage dans un dessin animé que je regardais quand j'étais petite avec ma sœur. Me demandez pas, je n'ai jamais retrouvé. D'accord. Je suis cursette. Ça se trouve, c'est que dans ta tête. Hein. Mais non, je sais parce qu'elle s'appelait Mademoiselle Jen. Je sais qu'elle existe, Ah ouais, mais j'ai carrément. jamais retrouvé. Et après, je suis fan de mythologie grecque, donc la déesse Isis, tout ça. J'ai mis un petit Y, ça faisait joli. Voilà, j'ai vérifié. C'est qui la déesse ici déjà? Comment ça, c'est qui? C'est la femme d'Osiris. C'est la déesse, c'est l'une des déesses de fertilité qui est. Ah, dans de le fertilité. panthéon. Ouais. Non, c'est ça, je ne savais Voilà. plus du tout. Moi, je suis pas bien calé en mythologie. Ouais, voilà, enfin, j'ai longtemps été fan de mythologie. Et un jour, je me suis dit, bon, faut Jen 1815, c'est peut-être pas tip top, on va enlever les chiffres. Ouais. Voilà. Donc, T'as eu l'email fucked up aussi à l'époque? la licorne du 73. Oh my J'avais. God. Toi, tu les as enchaînés, les trucs. Non, hein. j'avais le Watitine parce que ma petite Aïe, cousine aïe, n'arrivait aïe, pas aïe, à prononcer Valentine, donc elle m'appelait Watitine. Du coup, je l'ai utilisé comme adresse mail et Wow. maintenant c'est mon adresse poubelle. Voilà, de Ouais, tous parce les... que j'imagine en entretien, après, bon, vous nous envoyez votre CV par mail, bah, Watiti. Ouais, c'est vraiment ça. Mais il y a un moment, tu sais, en plus, tu sais, je faisais la petite technique de épeler l'adresse mail comme ça, j'avais pas à l'énoncer. Genre le truc, t'es en mode, tu sais quand t'es à ce niveau-là de honte, tu sais qu'il faut que tu changes l'adresse parce que là, c'est plus possible. Ce qui est intéressant dans tout ce que tu viens de dire, c'est que j'arrive à deviner ton âge, ou en tout cas, ça fait combien de temps que tu es dans la commu, avec ces infos-là. J'ai peur. Excuse-moi, je disais bonjour en passant, mais bon, ce sont les aléas du direct. Et donc, tu as connu l'époque des mails bizarres, tu as connu peut-être Skyrock, j'imagine. J'y suis à peu près passée. Ah, ok. C'est un peu plus... Non, MSN, j'ai pas connu. Hmm. J'avais des parents un peu sur le dos aussi. Et pour deviner encore plus, ça fait combien de temps que tu es dans la communauté du jeu vidéo? Quel était le premier jeu avec lequel tu as commencé? Premier jeu, bon, je pense qu'on y a un peu tous passé par Pokémon Dofus. en fait. Ah. Non, Pokémon. Vraiment, on est tous passés par là. J'avais pas de console parce que mes parents voulaient pas, donc du coup, je piquais celle des potes. En fait, j'ai le malheur d'avoir un père qui est joueur aussi, donc il savait les nice. travers des jeux vidéo et donc il a pas voulu que je me mette trop dedans trop jeune. Bah malheureusement, je suis là à bosser dedans. Bah voilà, il aurait dû te laisser Échec. faire. Échec. Donc non, j'ai commencé avec Pokémon et puis en fait je me suis rapidement mise... Ah non, c'est vrai que quand j'étais petite, en fait, je me suis mise sur un jeu qui s'appelait Bounty Bay. C'était un jeu trop bien d'exploration et tout, où on était sur une map monde, enfin Mais notre toi, vie, dessin quoi. animé au jeu, tu joues des trucs improbables. Non, mais Claire, c'était j'ai jamais vachement bien. entendu ça. Et c'était vachement bien. Et en fait, on devait bash des mobs, il y avait de l'exploration en mer, il y avait du combat naval, etc. Et en plus, n'importe quel monstre qui existait sur la map, on pouvait en faire son familier. C'était trop bien. J'avais un tigre, il était incroyable. Et c'était un peu les précurseurs de tous les MMO qu'on a maintenant, en fait. Vraiment, c'est le type Lost Ark, Black Desert, c'était un peu ce type-là. Bon, là, le graphisme était dégueulasse, Mais bien sûr, honnêtement, vu bien l'époque. sûr. Mais j'ai vraiment un super souvenir. Et puis après, je me suis mise à LoL, un peu comme tout le monde. Je pense qu'on est un peu tous passés par LoL, en fait, à un moment. Non, dans moi notre vie. j'ai eu une belle vie, moi. Ah oui, J'ai essayé. tu as réchappé à la malédiction. T'as fait de la compète aussi sur LoL, du coup? Oula, Ou toi, tu t'y es non, essayé, faudrait hein. que j'ai du niveau pour ça. Ah merde. Non, j'ai pas fait de compétition. Vraiment, je joue à LoL plus pour vraiment être vraiment pour le fun. C'est un domaine qui m'intéresse avant tout pour l'e-sport. Comment on peut jouer à League of Legends pour le fun, s'il te plaît? Bonne Je sais question. pas. Ouais, non, c'est vrai que...
Non, c'est vrai que ça va pas forcément trop ensemble. En fait, je pense qu'il y a vraiment un peu deux communes sur LoL. Il y a la partie qui est vraiment sur les classés pour up, etc. Et il y a la partie qui prend LoL avec les ARAM, les modes temporaires et qui est juste vraiment dessus pour passer du bon temps entre potes. Et je pense que celle-là, tu peux un peu plus facilement prendre du fun parce que justement, t'as pas d'enjeu derrière. Alors c'est sûr que le but, c'est quand même de gagner ta game parce que sinon, c'est un peu chiant quand tu fais que perdre. Je pense que tu as moins cette ambiance un peu toxique. Après, LoL, c'est quand même ultra difficile parce que tu as 160 champions à l'heure actuelle. Ils en rajoutent à chaque fois. Tu as un demi-million de spells à connaître, tu as des items à connaître. C'est quand même hyper compliqué, quoi. C'est ça qui me fait peur dans le jeu. Mais est-ce qu'il y a au moins des patterns qui font que tu arrives à reconnaître à peu près les archétypes de personnages ou ils sont vraiment tous différents? Ils sont tous différents. Après, si tu veux, tu as un peu des similitudes dans le sens où un grab, c'est un grab, un stun, c'est un stun, une AOE, c'est une AOE. Mais après, chaque champion a quand même son type de spell. Il y en a qui se ressemblent un peu. Il y a eu des reproches comme quoi justement il y avait des champions qui étaient un peu similaires à d'autres. Après, en même temps, à 160 champions, faut les imaginer, quoi, tous les spells et tout. Il y a des champions notamment. Il y a un champion genre Viego ou Nico où Sylas il pique l'ulti de l'adversaire, ou alors il se transforme en adversaire, ou alors ils impersonnifient des alliés. Donc du coup, tu sens qu'ils s'essoufflent un peu, mais ce que je comprends totalement, forcément, tu vas retrouver quelque chose d'un peu similaire. Ils sont là depuis 2009, quoi. Faut le tenir, quoi. Alright. Et comment ça fait la transition, du coup, joueuse de LoL, enfin, joueuse d'abord de Betty Tibet. Boon Tibet. Ok, voilà, Boon Tibet, pour passer jusqu'à... aller jusqu'à LoL, mais aussi, surtout, dériver vers le journalisme avec AA. Est-ce que tu as commencé par AA déjà aussi? Non, j'ai pas commencé par AA, j'ai commencé tout au début par Project Conquerors, PCS, donc qui était une petite structure, une asso en fait. Alors maintenant, ils jouent sur LoL, peut-être en Div 2, je suis plus exactement sûre. Et en fait, j'ai acheté des bénévoles à ce moment-là pour community manager, rédacteur et tout, et c'était mes premiers articles. C'était des couteaux suisses à l'époque. C'était pas bien identifié, c'est que tu rentres, tu fais mille et une choses. Ça, tu fais un peu beaucoup de choses, mais ce que je comprends, en fait, c'est des super assos pour se lancer quand t'es pas pro et que tu veux commencer quelque part. Notamment, ils ont beaucoup de casteurs, de jeunes casteurs qui veulent se faire leurs armes et commencer. Et ça, vraiment, c'est super parce que on a besoin de ces assos-là. Et je suis passée chez Auserve aussi pendant un temps en tant que rédac. C'est un peu le même style d'asso que PCS. La première entité, c'était quelle année à peu près? 2016-2017. En fait, c'est quand j'ai fini ma prépa. J'ai fait 3 ans de prépa, de classe prépa pour aller en école de commerce. Ok. Donc j'ai pas eu de vie pendant 3 ans parce que mine de rien, la prépa c'est pas une légende, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment très très compliqué. Et en fait, à la fin de la prépa, je suis arrivée en école et je me suis dit mais à l'école c'est bien, tu vas avoir un diplôme, c'est cool, mais en fait go bosser dans le jeu parce que j'avais déjà l'impression que c'était un monde assez fermé et que c'était assez dur d'y rentrer, assez dur d'avoir un vrai métier, pas bénévole en fait dedans. Et du coup j'ai un peu voulu rapidement pouvoir bosser dedans. Donc j'ai fait PCS, j'ai fait Auserve, j'ai bossé un peu avec le SGN aussi, qui est une asso étudiante. Le SGN SGN, Student Gaming Network. Non, c'est juste que c'est drôle par rapport à Gen, ouais. Ah mais c'est pas possible. et après, j'ai une asso dans mon école qui s'appelait House of Games, c'était l'asso de jeu de mon école. Et après j'ai rejoint Eclipsia, je sais pas si ça vous parle. Assez rapidement quand même. Voilà. Ouais, ça s'est fait un peu au fur et à mesure, ça fait sur 1 an et demi à peu près. Et je suis restée 3-4 ans chez Eclipsia en tant que rédac. Et où là j'ai eu l'occasion de faire beaucoup d'events avec eux. J'ai couvert des events surtout sur League of Legends justement à Berlin, à Rotterdam, à Athènes. Pour des finales de LEC et là j'ai été pendant très très longtemps chez eux. Et sans compter tes poches, à ce moment-là, est-ce que c'est ton métier principal ou c'est quelque chose que tu fais en prestataire à côté ou continuer dans la continuité du bénévolat? Alors non, je suis pauvre, je ne suis pas payée. On a vu ton yacht, le jet avec lequel tu es arrivé. Non, je fais tout en bénévolat en fait. Jusqu'à septembre de cette année, j'étais toujours étudiante. Donc j'étais toujours en école de commerce, j'ai été diplômée en septembre. Ah nice, félicitations. Merci. Donc master 2 commerce international. Marketing, management, communication. Wow, nice. Exactement. Je peux tout faire avec ça, tout et rien. Du coup, ça colle plus avec le journalisme quelque part. Et en fait, toute l'année dernière, j'avais complètement stoppé de bosser chez EC justement parce que j'ai écrit un mémoire sur la place de la femme dans les jeux vidéo. Donc je me suis vraiment focus là-dessus.
Et j'ai recommencé à bosser cette année. J'avais rencontré mon collègue actuel de chez AA qui bossait justement sur les events et il cherchait quelqu'un pour couvrir les events à 100%. Et moi, c'est ce que j'adore, donc j'aurais dit let's go. Hein. Et tu couvres les events, là tu es à l'UFA pour le coup, ça n'a rien à voir avec LoL, donc tu couvres un peu tout type de jeux ou il y a des jeux de prédilection comme les jeux de combat? En fait, c'est surtout, on couvre en fait là où il y a de l'e-sport en fait. Okay. C'est-à-dire là où il y a de la compétition et là où il y a du public, il y a une ambiance, un cash-prize, il y a une compétition, voilà. Moi, en fait, le truc c'est que mon jeu de prédilection c'est LoL, donc on va me poser des questions, je vais être capable de répondre. Je prends l'exemple de la Paris Games Week par exemple, j'ai fait 7 interviews non préparées à des casteurs de LoL, mais j'étais capable de les faire parce que je connais 100% le sujet. Là, tu me demandes de faire une interview non préparée. C'est chaud. Bon, à part si je te parle de sujets vraiment bateaux, c'est joli, est-ce que tu es content d'être là? Je vais avoir du mal parce que je connais pas assez. Bon, les jeux de combat par contre sont quand même hyper bien en ce sens que c'est facile à comprendre. Yes. Smash, tu éjectes ton adversaire, ok, t'as gagné. Je vais pas comprendre exactement que tel champion a tel spell, mais le principe, je le comprends. Sur les autres versus fighting, c'est pareil, t'as une barre de vie qui descend, c'est pas compliqué. La dernière fois, je couvrais un event Overwatch. Ouais, il y a beaucoup plus. C'était pas évident parce que même visuellement, tu te dis, oula! Ouais, tu ne vois qu'une personne à la fois déjà. Mais par contre, je trouve ça trop bien parce qu'en fait, ça t'ouvre vraiment à des domaines que tu connais pas forcément, à des gens aussi qui sont dans un domaine, qui sont dans le jeu vidéo, mais qui étaient du coup pas forcément dans le truc que toi tu connaissais. Et en fait, je trouve ça incroyable parce que de toute façon, on est tous animés par la même passion de l'e-sport, par l'envie de voir ça grandir en France ou internationalement. Et c'est juste trop bien. Et franchement, moi j'ai découvert les versus fighting avec l'Odyssée sur Smash. Nice. L'event était magnifique, enfin, c'était trop beau. Déjà le lieu était génial, la prod était trop bien. L'enjeu, comment ça s'est passé, c'était génial. Moi j'ai adoré et c'est pour ça que je suis revenue. Tu as une très belle introduction à l'e-sport parce que tu as commencé avec beaucoup d'événements qui viennent de Encover avec l'UFA et l'Odyssée. Et donc c'est une belle introduction parce que ce sont les meilleurs événements en France voire en Europe. Donc welcome. Moi là, tu vois, je suis comblée, vraiment, c'est magnifique. Hein. Et tu parlais aussi de faire des interviews sans préparation ou avec préparation, mais gardons ce terme et revenons un peu plus tôt dans tes débuts. Comment tu t'es préparé à aborder ce métier de journaliste? Parce que c'est assez complexe, il y a beaucoup de nuances. En plus, dans l'e-sport, il y a un jargon. Tu vois, comment tu arrives à te préparer pour ces choses-là? Même si tes études sont dans le marketing, la communication, c'est pas évident. En fait, pour être honnête, c'est vrai que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur en fait à chaque fois que je m'appelle journaliste, parce que je me dis, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont vraiment à fond dedans, hyper pro, etc. Quand on voit tout ce qui est fait, même, je te prends un exemple tout ça, mais Paul Arrivé à l'équipe, le taf qu'ils font est incroyable. En fait, j'ai un peu ce syndrome-là de, je me suis réveillée un matin, je me suis dit j'avais envie de bosser pour un média et ça y est, je fais des interviews à droite à gauche. Je me retrouve à avoir interviewé Kameto il y a 2 semaines et je réalise toujours pas, tu vois. Et en fait, forcément, je regarde beaucoup d'interviews aussi à droite à gauche. Je regarde, c'est vrai que c'est un peu plus difficile de m'intéresser à des trucs qui m'intéressent pas forcément. Oui, c'est logique. Mais c'est vrai que Overwatch par exemple, le jeu j'ai jamais eu d'attrait pour ce genre de jeu, donc c'est un peu plus compliqué de se renseigner, mais par contre c'est un peu tout un travail. J'ai un pote qui me disait ça l'autre jour, est-ce que être journaliste c'est pas être un peu stalker? En fait forcément, parce que c'est vrai que quand tu prépares ton interview, tu stalkes le jeu, tu stalkes la personne que tu vas interviewer, tu stalkes son parcours, et en fait c'est un peu du stalking dans le sens où forcément tu te renseignes pour savoir de quoi tu vas parler, parce que sinon en fait, pour moi, l'important, c'est de savoir réembrayer directement. Exact. C'est que si lui, il dévie un petit peu, c'est savoir, ok, il a dévié sur ça, moi, je réembraye sur ça. C'est de poser des questions un peu à droite à gauche, c'est d'avoir une vraie conversation. C'est d'ailleurs, petit tip, c'est que je trouve que les casteurs sont incroyables à avoir en interview par rapport aux joueurs. Parce que vu qu'ils sont habitués à parler, en général, ils te déroulent tout le truc, alors que les joueurs, faut revenir un peu pour les en général. Oui, et puis c'est souvent des gens qui sont isolés dans leur entraînement, qui n'ont pas forcément, sauf ceux qui streament aussi, pas forcément casteurs ou un truc comme ça, mais qui streament en jouant, qui ont l'habitude de répondre avec des réponses un peu plus intéressantes, quoi. C'est pas juste le oui, non, peut-être. Ça. Mais tu m'as dit que tu voulais travailler dans les médias. Est-ce que c'est le jeu vidéo qui t'a amené à faire du journalisme ou c'est le journalisme qui t'a amené à faire du jeu vidéo? Ah non, moi c'est les jeux vidéo vers le journalisme. En fait, c'est vraiment pouvoir en fait, j'ai cette passion en fait, et j'ai des personnalités du monde de l'e-sport qui me l'ont transmise. Et je me dis que peut-être un jour, j'ai cette ambition de pouvoir moi aussi
transmettre ça, montrer cette passion que j'ai là. Alors j'ai encore énormément de choses à perfectionner. J'en parlais avec mon père l'autre jour qui regardait une de mes interviews, il me dit calme-toi parce qu'on voit que quand t'interviews Kameto t'es comme ça. C'est un truc important, quel effet ça fait quoi. C'est ça, et en fait et je le sais et je me suis revue après et c'est vrai que déjà sur le moment on a fait la soirée presse de la BGW, j'ai enchaîné les 7 interviews, j'ai essayé de le faire au max et tout ça, donc déjà forcément j'étais en stress et puis derrière tu te dis mais t'interviews quand même un mec, le budget qu'il gère, la structure qu'il gère, les événements qu'il fait. C'est dur de calmer son fanisme. C'est ça, tu vois. Et puis bon, j'adore la K-Corp derrière, donc vraiment, moi, avoir Kameto en face de moi, tu sais, je retourne à la Pixel War où j'étais là à l'appeler mon général tous les soirs. Mais tu t'en es sorti. Et ça, c'est beau. Et surtout, quand tu fais tes interviews, t'es toute seule. Je suis toute seule. Alors la plupart du temps, voire quasiment tout le temps, j'ai mon cadreur vidéaste incroyable, Flo, qui est là avec moi. Dédicace à Flo. Voilà, dédicace à Flo, tu es incroyable, qui lui en fait a tout le matos. Donc il est en bénévole aussi et en fait lui c'est un mec qui est passionné par la photo, par le montage, etc. Et qui du coup en fait va bosser avant que j'arrive et qui faisait les interviews, mais il aime pas du tout être de ce côté-là de la cam. Donc du coup quand je suis arrivée, il était en mode vas-y, fais les interviews, moi je filme et on sera très bien comme ça. Donc du coup on est vraiment un bon duo je pense. Et ouais, pour le coup les interviews, alors je les prépare assez souvent seule. Après j'ai quand même toute l'équipe AA qui est derrière moi parce que on est quand même de base un site internet de news et du coup il y a beaucoup de rédacteurs il y en a qui sont spécialisés sur Overwatch, sur Valorant, sur Rocket League, etc. Donc on a quand même un petit message de temps en temps qui pop en mode ouais les gars on va aller voir l'interview de tel joueur sur tel jeu, si vous avez 2-3 questions balancez. Et là pour le coup, alors c'est ça qui est bien quand on sait en amont les interviews qu'on va avoir parce qu'on peut vraiment s'y préparer. Ce qui est dur c'est en mode ok là dans 5 minutes j'ai un tel en interview et où là moi j'ai vraiment un dossier notes sur mon téléphone où j'en ai une vingtaine ou en mode interview d'un tel et tu sais je fais mes 10 questions en 2 speaks. Est-ce que c'est plus simple de connaître la personne puis de réfléchir aux questions ou d'avoir toute une liste de questions sans connaître la personne? Je pense que tu as un peu des questions génériques que tu peux un peu poser à tout le monde. Là par exemple si je prends les joueurs sur Smash, tu vas parler du tournoi, tu vas parler de leur classement, tu vas parler de ce qu'ils pensent de la méta, etc. Mais je pense que par exemple si tu prends Gluto, tu peux vraiment parler de son parcours avant, de ce qu'il a fait, de ce que ça fait de ne pas avoir été qualifié à certains tournois, de ce que ça fait d'être champion, de ce que ça fait d'être mascotte, égérie plutôt que mascotte. Mais voilà, je pense que tu peux aller dans un peu plus personnel et rendre l'interview plus intéressante parce qu'en fait les questions bateau c'est un peu les questions, alors oui t'es content de les entendre mais soit c'est les questions que les casters vont poser à la fin aux joueurs, soit c'est les questions qu'un peu tous les médias vont poser et où du coup t'as pas ce petit truc qui fait que ça donne envie de regarder. Là par exemple c'est un truc tout bête mais j'étais avec Lutti hier à la Lyon eSport et j'ai découvert qu'en fait il faisait des impros musicales et on était en salle presse, il me dit vas-y je te fais une impro perso, il me dit tu me donnes un thème. Je lui ai donné la pomme de terre. Ok, le thème est éclaté, mais vraiment éclaté. Et du coup, je me retrouve avec une vidéo de ces ultra perso, personne là. Genre vraiment, il a fait ça jamais pour personne. Et du coup, tu sais, c'est le genre de truc de contenu qui marche vachement bien parce que c'est les trucs un peu uniques. Et je pense que vraiment connaître la personne, avoir des infos, avoir des petits détails, je pense que c'est ça qui crée l'unicité. C'est français, je suis pas sûre. Ça le passe. Côté unique, c'est vachement mieux de l'interview. Mais ça c'est intéressant parce que tu fais appel à tes connaissances en marketing communication pour savoir un peu libérer la bête en lui et savoir ce qui pourra plaire aussi à l'audience. Alors en vrai, je ne remercierai vraiment pas mon école pour ça. Voilà. Wow. Non, vraiment. Wow. Je suis diplômée, donc c'est bon, je peux te lâcher. Je peux me lâcher. J'ai attendu d'avoir mon diplôme, mais vraiment, on parle souvent des écoles de commerce où tu lâches 50 000 balles et t'as ton diplôme. C'est vrai. Vraiment, c'est vrai. C'est-à-dire que j'avais 2 heures de cours par semaine. On te vend un diplôme pour au final on te vend des masters pour au final te dire ah mais tu veux faire une alternance, ouais mais ton master de rêve, non tu l'auras pas. Aïe. Bon. Et puis c'est vraiment très usine. Tu sais, t'as 5000 élèves et du coup ils veulent juste avoir des diplômés et de pouvoir ressortir le mec qui a créé sa boîte et qui du coup fait des chiffres et qui met en avant l'école. Bon. Après, c'est sûr que ça donne quand même des opportunités avec l'alternance à droite à gauche, mais pour moi, c'est mon asso surtout qui m'a vraiment apporté parce que dans une asso, tu crées les événements de A à Z, tu crées la com de A à Z et du coup, en fait, tu es vraiment là pour tout faire de toi-même, tu es un peu une mini-entreprise et c'est ça en fait qui fait que au final, t'apprends sur le tas. Mais c'est vraiment un perpétuel apprentissage. T'as même pas pu jouir du réseau de l'école ?
si réseau il y a. En fait, je préfère même pas parce que. Oh, c'est à ce point. Bah en fait, ouais, c'est juste que j'ai envie de me détacher en fait de cette école. Alors j'ai encore des très bons contacts et des bonnes connaissances. Là, hier, je suis tombée avant-hier dans le train sur un mec avec qui j'étais dans l'école et qui est maintenant photographe pour la Lyon e-sport. Ah, là, wow, j'étais wow. en mode what mais tu fais quoi? Donc voilà, et inversement, pareil, j'ai une pote qui travaille maintenant pour BMS et qui était dans la même asso que moi à House of Games à l'école. Donc tu vois, au final. C'est quoi son nom? C'est Duyen Zunu. Bah, il parlait d'elle qui gère les finances. Voilà. On était dans la même asso, voilà, et tu vois, et c'est là que tu te dis mais c'est vraiment un petit monde. Et dès que tu rentres dans le jeu vidéo, en fait, t'as vraiment tout le monde qui connaît tout le monde. Voilà, et là pareil, il y a un très bon pote avec qui j'étais, on s'est rencontrés ensemble à Rotterdam quand on soutenait Fnatic ensemble en 2019, 19 je crois. Puis là je le retrouve, il est là. Et puis maintenant, on était à Malmo il y a 2 mois ensemble, quoi. Donc c'est vraiment un très petit monde et c'est incroyable. Tu as parlé de 2019, il y avait la période Covid aussi. Est-ce que ça a changé la façon dont tu fais des interviews? Parce que aujourd'hui, Flo n'est pas là, donc tu vas les faire à l'écrit. Est-ce que tu as dû du coup commencer à apprendre ce volet-là, faire plus d'interviews à l'écrit, retranscrire comme ça, par rapport à la vidéo, pendant le Covid? Alors justement, j'ai plus fait avant d'interviews écrites. D'accord. Justement parce que quand j'étais chez Eclipsia, le truc c'est que vu que t'es bénévole, t'es pas défrayé. Donc en fait, si tu vas sur des events, tu payes en fait, très clairement. Après là je le remets pas du tout sur le dos des assos. Ça fait un bon CV. Alors en fait le truc c'est que moi que ce soit Eclipsia ou AAA, très clairement ils m'ont dit t'y vas. Super, on te fournit les trucs si tu nous fais des interviews super, mais par contre jamais ils me demandent d'y aller parce qu'ils savent très bien que ça sort de ma poche. Donc c'est plutôt dans le sens où, ok, moi je me dis j'ai envie d'y aller et du coup une fois que je me suis décidée à y aller, je demande un passe-presse à mon chef et en mode ok, je serai là-bas, je peux couvrir l'événement, etc. Donc c'est un budget, c'est sûr, mais moi déjà c'est ma passion, donc franchement je suis dans un stade, ça me donne envie de vibrer. Là dans 3 semaines je serai à Rotterdam justement pour le Major Rocket League, je connais pas Rocket League. D'accord, ouais. Juste j'y suis avec le Blue Wall, donc je sais qu'il y aura de l'ambiance et t'es dans un stade, c'est incroyable quoi. Je connais l'arène parce que j'y étais justement pour les finales LEC en 2019 justement et c'est trop bien quoi. Et côté AA, t'es défrayé? Non plus, ok. Non, mais ils ont un système de sponsoring. Là pour la Lyon e-sport, en fait je me suis décidée 2 semaines avant, donc un peu tard. Je sais qu'ils en parlent justement pour Rotterdam, mais pareil je me suis décidée il y a 1 semaine, donc j'ai pas suivi. Dur. Après moi j'ai pris le pack avec le Blue Wall, ils font un super pack, incroyable, logement, transport, trop bien. Excellent. Génial le Blue Wall. Et aussi maintenant que tu as ton master, est-ce que tu vas continuer à faire ce bénévolat-là ou tu vas aller dans la vie active de ton diplôme et délaisser un peu plus le journalisme? Je suis déjà dans la vie active. Ah, tu fais les deux? Ouais, je cumule les deux. En fait, j'ai un CDI, je suis chargée de marketing dans un cabinet d'avocats d'affaires. Boring. Voilà. Non, c'est très bien. J'ai pas terminé ma période d'essai, c'est très bien. Waouh. Non, après, alors j'ai une équipe qui est incroyable pour le coup. J'ai une manager qui est super et je pense qu'en premier boulot, parce que c'est mon premier CDI, c'est vraiment bien parce que c'est très carré et du coup, ça te forme vachement bien. Et ça, pour le coup, ça fait un sacré contraste pour le coup. Par rapport à l'e-sport où genre vraiment on est un peu tous en mode YOLO à faire des trucs à droite à gauche, je trouve que ça forme beaucoup et puis ça forme au marketing aussi. Mais c'est aussi pour ça que j'ai repris chez AA parce que c'est pas un truc qui me passionne non plus. Ça paye bien les factures, mais ça me passionne pas et donc ça me permet de aussi payer les events le week-end, de payer tout ça et de me permettre en fait de faire ce que j'adore quoi. Ouais, c'est une dualité plutôt. Voilà, c'est ça. Après j'espère en vivre un jour. Du journalisme, on est d'accord. J'espère pouvoir en vivre un jour. Après je suis réaliste, aujourd'hui je prends LOL par exemple. En termes de journaliste vraiment hype et connu, tu vas avoir Laure Vallée, tu vas avoir Shox mais qui est à l'international, Paul que je mentionnais tout à l'heure, bon t'as Woulou mais qui est un petit peu plus de la investigation journalist, t'en as pas beaucoup. Investigation journalist. Non, je rigole. Excuse-moi. Mais il est incroyable ce gars d'ailleurs, ce mouton est incroyable. Mais t'en as pas énormément. Mais en même temps, c'est normal parce que les mecs que tu mets sur le devant de la scène ou alors ceux que t'invites pour faire les interviews, forcément tu vas mettre des mecs connus et qui sont là, qui connaissent le sujet. Et franchement, le travail que fait Laure est insane. Elle a un niveau et des connaissances que je ne considère absolument pas avoir à l'heure actuelle. Tu vois. C'est celle qui a été reconnue par Francis Sport récemment. Oui, elle a eu le titre, c'est personnalité féminine de l'année, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, c'est à ce point quand même. C'est ça. Donc franchement, elle est incroyable. Mais c'est aussi pour ça que je sais que c'est très difficile de se faire vraiment une place dans l'e-sport parce que
parce que t'as pas beaucoup de monde. Soit fallait être là au début, soit faut être vraiment, vraiment très très bon. Mais je pense que c'est ça. Et donc c'est aussi pour ça que je fais ça à côté, que je fais ça en tant que bénévole, parce que je me dis aussi c'est un moyen comme un autre de me faire connaître. Je fais des interviews à droite à gauche, je me fais un nom parce que mine de rien, faut pas se leurrer, tout le monde connaît tout le monde dans l'e-sport au bout d'un moment. Donc quand tu fais des events, tu retrouves du monde très vite. Et mais voilà, ça me permet aussi de faire beaucoup d'events dans le monde, et moi c'est ce que j'adore. Voilà, si un jour je peux réussir à en vivre, c'est vraiment ce que j'aimerais. Mais par contre, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. J'y ai pensé plusieurs fois à justement reprendre un petit peu les études côté journalisme pour justement vraiment me former à ce domaine-là. Avoir un peu plus les mécanismes, parce que à l'heure actuelle, j'apprends sur le tas. Et je me dis, il y aura peut-être quelque chose à ressortir de ça. C'est peut-être pour calmer ton syndrome de l'imposteur, parce que là, pour le coup, tu as assez prouvé que tu savais le faire. Après, je pense qu'on a de toute façon toujours à s'améliorer. Je pense que tu retombes pas dans la même école que tu as eu. Non, ils font pas de journalisme. Non, mais dans le même type, je veux dire, dans le même environnement. C'est ça. Après, aujourd'hui, pour le coup, c'est tout bête, mais en ligne, mine de rien, il y a beaucoup de formations qui existent. Les certifs Google ou les trucs dans le genre sont vraiment très bien. Et je me dis que peut-être au niveau journalisme, ça aiderait, ou alors c'est des conseils et tout ça. J'avais appris des notions Photoshop comme ça avec un mec qui faisait un tuto pendant 20 ou 30 heures, un truc de ouf ce gars. Et vraiment c'est hyper bien parce que tu peux vraiment apprendre sur des sujets sans forcément déjà débourser énormément, parce que faut pas se leurrer, mine de rien, ça coûte très cher. Et puis oui, c'est vrai que outrepasser un petit peu ce syndrome de me dire mais qu'est-ce que je fous là. Tu as un truc, et je crois que ça s'appelle Lydia ou Linda, qui a été repris par LinkedIn aussi. Et ils ont des formations qu'ils mettent à disposition. En plus, c'est typé pro. Donc ça peut être pas mal, quoi. Et tu t'abonnes et après, tu as accès à tout. Et c'est des gens du milieu qui expliquent, donc c'est un peu des masterclass, quoi. Ça c'est bien. Top, et puis, là en plus, tu vois, la semaine dernière, j'étais à la Paris Games Week et il y avait un groupe d'étudiants. Ils faisaient partie d'une école de journalisme et leur thème de la semaine, c'était la Paris Games Week. Et en fait, pendant 4 jours, ils devaient monter un média, un stream, etc. autour de la Paris Games Week. Je suis en mode, mais les gars, je veux venir. Le thème, il est machin, il est trop bien, genre, je veux ce thème. Est-ce que depuis que tu baignes dedans, tu commences à développer un fanisme aussi pour le journalisme? Parce que tu as parlé de l'or avec beaucoup on a vu les étoiles dans les yeux. Est-ce que maintenant tu commences à voir des journalistes, vu que tu sais apprécier la qualité du travail, est-ce que c'est un truc maintenant qui te passionne, même le journalisme en soi? Tiens, Paul qui passe à côté, bonjour. Paul qui est journaliste de l'équipe, mais version e-sport. Ah, celui dont tu as parlé au tout début. Paul D'accord. Et en fait, je pense que le fanisme pour le journalisme, alors déjà, ça s'applique vraiment à l'e-sport, parce que c'est vrai que je regarde pas trop d'autres trucs à côté. Les autres domaines, c'est pas que je m'en fiche, mais c'est juste que ça m'intéresse pas forcément. Après, ce que je reconnais surtout, c'est effectivement l'énorme travail de recherche, d'apprentissage, même d'acting un petit peu aussi, parce que ça soit le journalisme ou les hosts ou quoi, tu dois tenir le public en haleine, surtout quand tu es sur scène à faire l'interview de post-match par exemple. Faut quand même avoir des grosses connaissances. Et en fait, c'est aussi quand tu parles beaucoup aux casteurs que tu te rends compte de tout ça, de toutes ces recherches qu'il a fallu faire. Je parlais à un casteur de LoL là, qui s'appelle Zerotic, qui caste sur OTP. Mais le gars, c'est une mine d'or. C'est-à-dire que tu lui demandes de te retrouver la game de 2014 qui s'est passée en Division 2 en Chine. Il va te dire, il y a eu tel détail qui s'est passé à telle minute. Mais vraiment, c'est incroyable. Il te connaît des détails à droite à gauche et c'est incroyable. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, il te met en perspective le jeu au fil des ans et c'est trop bien. Ouais, et puis même quand tu dois évaluer un affrontement, il y a le lore. Il sait qui a gagné quoi, quelle rivalité il peut avoir. Exact. C'est trop bien. Mais du coup, en parlant de ça, tu parles des casteurs, tu parles de ce mec qui a cette particularité. Et tout à l'heure, on parlait aussi à des commentateurs et qui disaient que maintenant, tu ne peux pas survivre en ne faisant que du commentary. Donc j'imagine que dans le journalisme, vu que tu es dans le bénévolat, est-ce que c'est aussi un truc que tu te dis que tu vas devoir peut-être être streameuse, créatrice de contenu, ou peut-être on appelle ça, dans la communication pour le coup, pour pouvoir un peu faire ce couteau suisse qui te permet de faire plusieurs entrées d'argent? Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages? De toute façon, pour le moment, je n'envisage pas de quitter mon premier boulot parce que effectivement, voilà, c'est ce qui me permet de vivre. Après, oui, effectivement, si je peux un peu me retrancher sur de la com dans l'e-sport, ça, je pense que déjà, ça peut être beaucoup plus intéressant parce qu'en fait, t'es pas
t'es pas sur le devant de la scène, t'es dans l'entreprise. Yes. Donc du coup, bah, t'es salarié et même si c'est une entreprise, enfin tout ce qui est Ubisoft, Red Bull, etc. C'est des entreprises qui sont directement dans l'e-sport et où là, ça peut être intéressant au niveau salaire. Après, effectivement, j'ai déjà songé au stream, etc. Je me dis peut-être, pourquoi pas me motiver à me lancer un jour. Faut trouver le temps aussi. Pour l'instant, c'est vrai que je me concentre beaucoup sur les events parce que même de manière personnelle, c'est quelque chose. C'est une ambiance que j'adore. Me retrouver dans des events, même sans connaître forcément le jeu. Je pense qu'après, je citais Laure. Alors, je sais pas exactement pour elle parce que je me suis pas informée sur la question, mais je pense que en fait, quand tu commences à être vraiment connu. Je pense que tu peux en vivre, mais le problème c'est que c'est un peu comme dans le football, quoi. T'en as combien qui en vivent pour ceux qui galèrent en dessous, quoi. 1%, quoi. C'est ça. Y a toi qui te déplaces souvent, tu te trouves dans beaucoup d'événements, notamment à l'international. Aujourd'hui, tu es quand même sans flow. On parle de Laure, il y a aussi Kayane. Quand on revient sur ton mémoire par rapport à la place des femmes dans l'e-sport, est-ce qu'il y a au moins, parce que j'imagine que le constat 10 ans plus tôt, c'est catastrophique, est-ce qu'il y a une certaine évolution et il y a de quoi avoir de l'espoir, être optimiste? Alors, si je me souviens bien de ma conclusion dans ma mémoire, non. En fait, c'est compliqué parce que, justement, tu parlais de Kayane. Vous avez sûrement entendu l'interview avec RTL. C'est pas que sur les femmes, tu vois, c'est aussi sur le jeu vidéo. C'est la perception que les autres, si on peut dire ça comme ça, ont du jeu vidéo. On voit que c'est toujours compliqué, les gens ne comprennent pas forcément le pourquoi du comment, ne voient pas forcément les aspects bénéfiques. J'ai une entreprise là récemment qui m'avait parlé du fait qu'ils étaient en train d'inventer un jeu vidéo pour les enfants en bas âge, pour qu'ils développent leur capacité cognitive et neurologique. Excellent. Mais d'un point de vue médical, tu vois. Donc c'était vraiment pour utiliser le jeu vidéo pour soigner. T'as toute la gamification qui est utilisée au niveau des entreprises pour vraiment utiliser le jeu vidéo en tant qu'outil pour booster pour booster. Donc je pense que le premier truc, c'est que déjà au-delà des femmes dans les jeux vidéo, c'est déjà le jeu vidéo en tant que tel. Alors il se démocratise énormément, ça on l'a vu forcément avec tous les événements qui sont faits. Je pense qu'il y a encore un petit peu de travail parce que quand on entend un journaliste nous dire que le jeu vidéo rend idiot, t'es en mode mon gars, déjà, réfléchis un peu avant de poser la question, s'il te plaît. Pour le coup, j'ai envie de dire aussi, si tu veux, c'est bien qu'ils le disent parce qu'il y a monsieur tout le monde qui pense ça chez lui et de donner l'opportunité à quelqu'un du milieu de répondre à ça, ça fait que monsieur tout le monde entend la réponse qu'il n'aurait jamais entendue si on le laissait juste se baigner dans ses propres conclusions, quoi. Je pense que le problème de la question, c'est la manière dont elle a été posée. Bien sûr. T'entends trop le journaliste. Il y a du dédain. Prendre la question pour lui-même, si tu veux. C'est pas en mode. On entend souvent que le jeu vidéo, blabla, c'est moi aussi je pense que ça rend idiot, donc réponds-moi à la question si tu veux. Et c'est un peu ça mon souci parce que RTL c'est quand même une grosse chaîne. Après sur beaucoup d'events, j'ai vu par exemple M6 qui couvrait beaucoup, mais de manière très positive, donc ça c'est hyper bien. Après pour un peu se recentrer sur les femmes, je pense que ça a quand même pas mal évolué. Bon, j'ai commencé à suivre qu'à partir de vraiment 2017, donc j'étais pas assez là avant pour savoir. Mais je pense que c'est quand même compliqué dans le sens où on l'a vu récemment avec les tweets de Magla notamment, tout ce qui a été mis en avant sur le harcèlement, sur le sexisme dans le jeu, sur le harcèlement que les streameuses subissent au quotidien. Le problème en fait c'est que c'est pas que les streameuses, c'est que c'est un peu tout le monde. Et beaucoup les femmes, moi j'ai eu beaucoup d'insultes, j'ai reçu beaucoup d'insultes parce que j'étais une femme et pas parce que juste il y avait un bordel dans le jeu. Je prends des MMO où il y avait une guerre tout à fait normale, ça se lançait un peu des pics, mais à partir du moment où il y a, je fais une conjugaison et eux et donc on comprend que je suis une femme, ça part en insultes, mais violentes, mais vraiment violentes, tu vois. Et ça peut être très très dur à encaisser, forcément, parce que c'est pas évident. On se sent rejeté, oui. C'est ça. Et puis même au-delà de ça, il suffit que tu sois sur une personne qui est pas très bien dans sa peau à ce moment-là. Et là ce matin, je lisais un autre tweet sur, c'était un Discord qui s'était organisé pour planifier le meurtre et le viol d'une femme. What? J'étais en mode mais les gars, réalisez là où ça va, parce que le problème c'est que les gars ils font ça derrière leur écran, donc ils se disent ok là pour l'instant il y a le sentiment d'impunité, sauf que ça a tellement ce sentiment-là d'impunité, tu sais que quand ça découle à la réalité, ils n'ont pas eu le temps de réaliser que oui, c'est bien la réalité et que là, tu as une vraie personne derrière et que faire ce genre de menace-là, tu peux pas. C'est pas possible et c'est très très dur et à vivre, tu lis ça, c'est pas possible. Donc, je pense qu'il y a aussi vraiment ce souci-là derrière, c'est que en fait, les femmes pour monter de niveau ou monter professionnellement,
tu as ce problème de... Alors déjà... La barrière sécuritaire. C'est ça, tu as cette barrière de... on a longtemps, en fait, on a privilégié les hommes. Donc maintenant, c'est vrai qu'on privilégie les femmes au mieux, mais il y en a beaucoup qui ont cette inquiétude de se dire « Oui, mais est-ce que je suis assez bonne pour ça ?» alors qu'un homme va tenter, même s'il n'a pas forcément le niveau. Et puis il y en a aussi, je suis désolée, mais les scandales que tu as eu chez Ubisoft ou chez Blizzard, ça donne pas envie d'aller chez des entreprises comme ça. Moi, franchement, j'ai candidaté plein de fois chez Ubisoft, mais j'avais un peu peur parce que je me dis... toutes les accusations de sexisme et de harcèlement, c'est pas quelque chose. T'as envie d'être dans un safe space au travail, t'as pas envie de tu viens subir faire ça. ton boulot, quoi. Est-ce que tu penses que les hommes ont été réellement privilégiés ou c'est surtout que c'était une discipline de mecs à la base? Alors je pense qu'effectivement, en fait je pense qu'on est un peu dans la continuité de l'histoire. C'est-à-dire que sans que ça soit, on soit vraiment dans le schéma patriarcal, c'est juste que de mémoire d'hommes, avec un grand H, les hommes ont été ceux qui allaient à la guerre, les hommes ont été ceux qui conduisaient les voitures, les hommes ont été ceux qui avaient le droit de vote, etc. Donc quand Internet est apparu et quand les jeux vidéo sont apparus, forcément déjà ceux qui étaient derrière la création, c'était des hommes. Donc ceux qui ont fait les tests, c'était des hommes aussi. Quand il y a eu les règles de l'Internet qui sont parues lorsque Internet est arrivé, il y a quand même une règle qui est pas de femmes sur Internet. Les femmes ne sont pas autorisées. Alors certes, c'était pas des règles officielles, mais bon, c'était des règles suffisamment connues pour que tu te dises... De toi-même, c'est pas normal qu'il y ait ça. Donc je pense qu'effectivement, il y a ce côté où les hommes étaient là parce que ils s'y intéressaient, mais je pense qu'il y a eu aussi un gros blocage de dire oui, mais les femmes, il n'y avait pas forcément cette possibilité. Et puis un autre truc, c'est que à l'époque, les jeux étaient designés pour les hommes. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de jeux, même tu prends les champions principaux, effectivement, c'était souvent des femmes très plantureuses, avec comme des Tomb formes, Raider. etc. C'est ça. Et alors, il y en avait où tu prends Minecraft, pas du tout, mais dès le début, t'avais vraiment... Le but, c'était d'attirer l'homme vers le jeu et pas tellement d'attirer la population. Alors, je suis d'accord qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur le fait qu'il faut démocratiser tout à droite à gauche. Il faut assez de noirs, il faut assez de LGBT, il faut assez de trans, il faut assez de tout ça. Oui, c'est vrai, il en faut parce qu'il en faut pour tous les goûts. Mais du coup, je trouve qu'on est un peu dans le reverse de dire, du coup, si t'es blanc et hétéro, t'as pas le droit d'être là. Non, c'est juste qu'il faut un peu de tout. Si on a un blanc hétéro, c'est ok. Si on a un trans, c'est ok. Si on a un noir, c'est ok. Si on a un chinois, c'est ok. Enfin, je m'en fous. Et je pense qu'en fait, c'est le problème qu'il y a eu au départ, c'est qu'on était juste sur un truc et que quand on a voulu changer, ça a été compliqué. Mais donc forcément, les femmes n'étaient pas attirées par ce milieu-là parce qu'il n'y avait pas d'intérêt. Puis il y avait une étude aussi qui m'avait fait rigoler, c'était que les femmes étaient bien plus attirées par les jeux mobiles que les hommes parce qu'elles avaient tendance à passer pas plus de 5 minutes sur beaucoup de jeux. Parce que un homme, quand il va se poser devant un jeu, il y est pour 2 heures, alors que la femme, avec toute la charge mentale que tu as à la maison, avec les machines, avec la bouffe, avec les enfants, tu passes 5 minutes sur ton jeu mobile, tu es content, tu peux le reposer après. Donc il y a beaucoup de facteurs. Là, je vous ressors un peu des bribes de mémoire que j'ai fait pendant 6 mois, tu vois. Mais je pense qu'en fait, le problème, c'est que cette évolution-là, elle ne peut se faire que si les hommes y participent. Parce que toutes les associations qui te disent oui, mais les hommes, ils n'ont rien à voir avec ça. Il y a eu... C'était la campagne du 8 mai, justement de la journée des droits des femmes l'année dernière, qui mettait des hommes en avant en disant on est là avec vous, etc. J'ai plus exactement la campagne en tête, mais ça avait été, il y avait eu un gros, ça a été backlash. Backlash sur ça, parce que justement on était en mode ouais, mais les gars, c'est la journée de la femme, vous mettez des hommes en avant. Oui, mais moi je suis totalement d'accord, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on veuille dire, je suis désolée, c'est les hommes qui sont au pouvoir pour la plupart. S'il n'y a pas des hommes qui se réveillent un jour pour se dire ok, le harcèlement envers les femmes c'est pas normal, ok, des femmes peuvent valoir autant qu'un homme, mais inversement, peut-être qu'une femme est moins bonne qu'un homme, mais au niveau compétence, pas au niveau sexe, on peut pas avancer en fait tant que les hommes se bougent pas à un moment pour se dire ça. Après, moi j'ai pas de souci, un homme est plus compétent que la femme, choisissez l'homme, mais par contre si c'est la femme qui est plus compétente, genre juste regardez pas le sexe, on s'en contrefout. Est-ce qu'on peut offrir quand même une certaine nuance dans le sens où il est même dit, c'est un truc qui passait à un moment sur Twitter, si tu vas pour draguer une nana, lui dis pas directement que tu es un gamer. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il est vrai que les nanas avaient du dédain, le même dédain qu'il y avait sur RTL envers Kayane, il y avait ce dédain-là des femmes envers les jeux vidéo et les gamers.
c'était très mal vu, c'était pas populaire du tout. Aimer les animés, t'étais traité de puceau, ce qui est paradoxal qu'une femme dise à un mec qu'il a moins de valeur parce qu'il enchaîne moins de compagnes femmes. C'est assez drôle quand même. Il y avait un paradoxe qui s'était installé. Est-ce qu'on peut offrir au moins cette nuance? Après, moi, je serais très mal placée pour répondre à la question parce que vraiment, là, les 2 précédents mecs que j'ai eus, je les ai rencontrés par League of Legends. Bien sûr. Donc voilà, et puis je suis fan d'animé, je suis H24 en convention, donc clairement... T'as beaucoup d'amis femmes? Non. Ok. Pas beaucoup. Vraiment, là pour le coup, j'ai mes 2 meilleurs amis et sinon je suis pote avec l'ex de mon ex, tu vois, j'en suis à là, qu'on a rencontré en convention, non mais vraiment, tu vois. Non, j'ai peu d'amis femmes. Okay. C'est jamais un sentiment que tu as pu entendre quand même que les femmes ont un dédain par rapport aux gamers? Si, mais après je pense que si tu pars de Twitter, je pense qu'à partir du moment où tu as une PDP football ou animé, de toute façon tu te fais un peu insulter sur Twitter. Football, c'est légitime. Après, de toute façon, Twitter, il suffit que tu tweets un point et quand t'es un mouton et tu te fais insulter parce qu'il y a Trick City. Twitter, de toute façon, c'est un peu compliqué. Oui, je pense que t'as eu un peu ce côté-là, mais en fait, le problème, c'est que c'est très paradoxal de tous les côtés. Là, j'avais un tweet l'autre jour, c'était en mode les mecs qui vont aborder les femmes dans la rue, vous leur demandez pas leur consentement pour les aborder, il faudrait leur demander leur consentement. Oui, mais je fais comment pour lui demander si elle est consentante sans lui parler? C'est complètement débile. Je suis d'accord que t'as hey meuf t'es bonne qui est pas agréable, mais t'as la différence, t'as le gars qui va t'approcher gentiment en te disant excusez-moi je vous trouve belle, est-ce qu'on pourrait échanger? Lui il va te plaire. Et le paradoxe va plus loin, c'est que les nanas disent que le juste... Tu dis non et voilà. Elles disent souvent que juste le bonjour, le salut ça va sur les réseaux de drague, c'est boring. Donc le gars doit innover, et en innovant, bien sûr, tu peux être que casse-gueule. Si les nanas faisaient plus le premier pas, déjà, verrais la difficulté, mais c'est de l'expérience. Ça faisait 3 ans que j'étais en couple, là je me suis fait larguer, mais bref. Donc je vais innover non ça. Dédicace à lui. Voilà, donc je vais innover ça, écoute, mais je sais pas, pour le coup, c'est vrai que j'ai rarement fait ce premier pas et ce côté rencontre, aussi parce que c'est vrai que je suis une femme, donc c'est un peu plus simple, mine de rien. Je pense que quand t'es un mec, effectivement, tu t'approches d'une meuf, t'as un peu ce côté charreau. Quand t'es une meuf et que tu vas voir plein de mecs, t'as ce côté pute. Ce qui est con parce que en soi, tout le monde devrait juste pouvoir vivre sa vie comme il veut. Je pense que t'as juste une manière en fait d'aborder les gens respectueuse. T'as pas besoin d'insulter, t'as pas besoin d'envoyer une dick pic parce que moi ça m'est arrivé d'en recevoir et je suis en mode mais mon gars, je suis désolée, en plus c'est moche, un corps féminin c'est magnifique à voir, mais franchement je suis désolée mais je suis d'accord, mais ça peut être fucked up ce que tu dis, mais je suis d'accord. Ouais, mais je suis désolée, moi une dick pic non c'est pas une dick pic, j'ai reçu des booty pics ou des boobs pics aussi. Mais je dis pas que c'est agréable à recevoir. Je dis pas que c'est agréable à recevoir quand tu ne veux pas, de toute façon c'est pas agréable à recevoir, c'est pas quelque chose que tu veux. Exact. Puis c'est de toute façon quelque chose que tu n'as pas demandé, n'envoyez pas, déjà c'est pas agréable. Non, c'est clair. Il y a des trucs, faut pas déconner. Tout le monde te dira non, là ça se fait pas. Ce que j'aimerais aussi apporter comme nuance, parce que c'est un sujet que j'adore pour le coup, c'est de dire aussi que d'un côté, je comprends, c'est un peu comme tu as parlé aussi du fait hétéro-blanc, le reverse. C'est que quand les blancs sont habitués à se voir à 100%, quand tu enlèves même 20%, pour eux c'est la fin du monde. Ils se disent waouh, il y a un truc qui se passe, il y a un grand placement dans le. Tu vois, ça fait un effet bizarre. Mais excuse-moi, juste pour les hommes aussi, là comme. On est en train de revoir les habitudes qu'on a pu avoir parce que ça joue des tours aux hommes aussi, ce sexisme qu'il y a eu avant. C'est-à-dire que maintenant, tu es obligé d'être le mec fort, tu peux même plus avouer que tu es faible, tu peux plus aller chez un psy. Et paradoxalement, des deux côtés, on renforce ce qui nous cause des problèmes. Par exemple, je dis un truc tout bête qui est un peu fucked up. Le fait que les mecs shame toutes les go qui couchent beaucoup, pour le coup, qu'est-ce que ça fait? Tu fais ce que tu veux, c'est ton corps, c'est ta vie, c'est ton trou. Moi, je suis même pas contre le fait de juger X ou Y. C'est juste que, paradoxalement, si vous voulez gérer des go et que vous voulez shamer quand elles gèrent des gars, vous allez moins en gérer parce qu'elles vont avoir peur maintenant. Donc, tu vois, il y a des paradoxes comme ça. Les nanas qui vont dire, le mec, il vient me dire, salut, ça va, c'est pas bon, il faut qu'il innove. En innovant, il va aller dans les coins fucked up. Tu vois, tous ces paradoxes s'observent et je pense qu'il est bien aussi d'accepter certaines nuances. C'est pas pour dire oui toi aussi t'as tort, oui toi aussi t'as raison. C'est juste que les mecs souvent ils se disent ok, on me comprend un peu, ça fait un pas vers lui et ensuite on discute. C'est pas même la cause noire dont on a parlé juste en passant. Souvent les blancs se disent wow mais en fait c'est nous tous les problèmes du monde. Quand tu fais un pas vers la main, tu lui expliques certaines choses, il dit ok là je capte. Mais il a besoin de ce pas en avant parce que il y a beaucoup de trucs fucked up qui viennent peut-être des mecs qui sont renforcés aujourd'hui par certaines nanas qu'il faudrait qu'on en parle. Tu vois, en fait, moi, mon problème, c'est quand on cherche à forcer la chose. C'est un truc tout con, mais tu vois, vous avez sûrement suivi tout le drama qu'il y a eu avec la petite sirène.
Et le fait que Ouais. c'était une actrice, Ah oui, en gros, ok. c'est une actrice métisse qui joue la petite sirène. Et le Chloé. truc, ouais, j'ai pas son nom. Mais en fait, moi, c'est vrai que c'est typiquement le genre de truc où je suis en mode, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de remplacer par une actrice métisse ou noire un conte où elle est blanche de base? En fait, elle n'est pas blanche dans le conte. Mais elle est quand même très claire de peau. Non, il n'a jamais dit qu'elle était blanche, de 1. Et de 2, la zone qu'il décrit dans son livre, c'est les Caraïbes. D'ailleurs, dans le dessin animé, Ouais, la ça, plupart des gens j'ai autour ont des voix Mais caribéennes. ça, j'avais vu. Donc en mais- fait, elle aurait dû être noire, comme mais Jésus. Mais c'est plus dans le sens où, tu vois, c'est comme si tu me dis à un moment que tu vas faire jouer Blanche-Neige par une actrice noire. Je suis en mode, bah non, tu vois, c'est Là, pas non, possible. personne ne le fait. C'est ça. Mais pour moi, c'est des trucs où. Tu vois, par exemple, j'avais une TikTokeuse de couleur, justement, qui à un moment disait, moi, je suis noire, donc je peux en parler. Et on a plein de contes africains que personne n'a jamais exploités. Pourquoi est-ce qu'on va se faire chier à reprendre tous les contes de blancs pour mettre des noirs dedans, au lieu d'exploiter ces nouveaux contes, de faire des nouveaux films, et justement, on aurait les acteurs noirs. En fait, moi, c'est juste ce côté où, bah, tu sais, on va faire un film et on va se dire, ah, mais il manque un noir dans le film, on va le rajouter. Et tu sais, t'as l'impression qu'il est en trop. Un truc qui avait été vachement bien fait, c'est dans Les Éternels de Marvel, il y a un couple gay noir, bah, à un moment tu les vois s'embrasser, ok, c'est tout, ça passe crème dans le film. Mais tu sais, on n'a pas l'impression qu'ils l'ont mis là parce qu'il faut le quota, en fait. Et ça, c'est mon problème, Je pense que c'est de le voir trop, tu vois. Je pense que ça, c'est un regard justement surprenant. C'est comme quand on va mettre une femme à un certain poste, les gens vont se demander si elle est là parce que c'est une femme. On ne s'est jamais demandé ça pour un homme. Il y a c'est ça. plein d'hommes nuls qui sont passés, personne ne s'est demandé pourquoi ils sont là. Mais dès que ce serait une femme, on se pose la C'est question. ça. Et dès qu'il y a un noir, on se dit, oh, est-ce qu'il est là parce que machin. James Bond n'a jamais été spécifié blanc. La petite sirène, d'ailleurs, ça se passe dans les Caraïbes, elle n'a jamais été spécifiée blanche, mais les gens sont partis dans le même truc d'un Moi, je suis coup. partie du conte, tu vois. Bah, le Logique, conte t'as ne dit pas le qu'elle est dessin blanche. animé. Voilà, Exact. moi, c'est vrai que je prends la suite, tu vois. Et tu prends par exemple un truc dont personne ne parle dans Hollywood, il y a plein de cas où c'était censé être des personnes non blanches, on a mis des blancs. Personne ne parle de ça. Pas en tout cas, les blancs, en tout cas, ils sont Il y pas avait eu ça avec offusqués. les homosexuels, ou dans le sens où c'était un homosexuel dans le film, et ils ont refusé le rôle à un homosexuel pour que ce soit un hétéro qui le joue. J'étais en mode, Par bah, exemple, tu vois, ou bah, même ok, dans t'es un Ghost acteur, in tu the peux tout jouer, Shell, mais bon. des exemples comme ça. Et t'as même Aladdin. Ouais. Il n'y a pas de blanc dans l'histoire. Mais ils ont mis un blanc dans le Ils ont mis film Kev parce Adams. qu'ils voulaient qu'il y ait même la version américaine. Ils ont mis un blanc qui a été rajouté scénaristiquement dans l'histoire. Il n'existe pas. Et ils ont fait le bordel avec Black Panther, là, je sais pas si t'as vu, les noirs qui ont J'ai pas décidé encore qu'il vu. y avait que les noirs qui avaient le Non, droit ça d'aller c'est voir des faux Black dramas. Panther. Tout le monde s'en fout de ça. Bah ouais, mais j'ai une pote, elle est allée au cinéma il y a 3 jours, et il y a des mecs qui sont arrivés en irruption dans la salle en disant les blancs vous sortez. Ah bah c'est possible. Enfin, Mais ouais, ça c'est des tu cas vois, isolés ouais, quoi. mais c'est des débiles. Mais Enfin, sans pour le vouloir. coup, Jésus n'est pas blanc. Oui, il paraît, ouais. Enfin, Il paraît même pas. Moi, concrètement, je m'en fous tant que tout le monde est heureux dans sa vie. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on a un cas précis, concret, mais personne ne parle de ça. Si on est vraiment offusqué par le fait de mettre des gens par la force, alors qu'ils ne sont pas censés être mis, pourquoi personne ne dit waouh, pourquoi ce Jésus est toujours blanc? C'est ancré depuis 2000 ans et tout le monde Non, est en c'est mode. juste qu'en aucun cas l'Église acceptera de prier. Ah, un mais noir. c'est pour ça que je te dis, c'est que c'est ancré depuis 2000 ans. Après, c'est un sujet vraiment compliqué parce Bien que là, sûr. tu parles dans la religion, le racisme, etc. Mais quand tu parles, oui, sur homme-femme, tu te poses toujours la question du quota. Est-ce que la femme est là parce qu'il y a le quota? Est-ce que le noir est là parce qu'il y a le quota? Ça, c'est un truc qui est vraiment dommage. Je pense que juste, c'est intéressant quand tu colles à l'histoire de te dire, ok, bah là, ça serait intéressant de mettre ça. Ils l'ont fait un peu dans la série Rings of Power. Ils ont mis un peu de toutes les ethnies. Justement, tout Ouais, le monde l'a critiqué. sans logique, ouais. Mais enfin moi, perso, ça me C'est choque bien. pas, tu vois. C'est ok, c'est un petit peu différent du Silmarillion et du lore. Mais c'est pas choquant, tu vois, c'est juste, il y a une personne de couleur à un moment, voilà. Et à la rigueur, c'est pas ce qui me choque le plus, tu vois. Il y a plein de trucs dans la série qui pourraient être choquants. Il y a beaucoup de monde qui a mis en avant que Galadriel et Elrond étaient vraiment différents. Oui, bon, ils ont 5000 ans d'écart. L'avantage, c'est que tu peux un peu tout faire avec ce genre de lore. Mais bon, qu'ils soient d'une couleur différente, bon. Bien sûr. Bon, en tout cas, on va dire que on n'est pas dans le plus beau des mondes encore, mais ça évolue un peu plus. Et je me dis aussi que la situation des femmes dans l'e-sport n'est pas forcément due à l'e-sport. Comme quand on dit, on parle d'autre chose, c'est plus la société qui a un problème et ça se voit. Peut-être Très que c'est clairement. plus accentué dans l'e-sport. Mais de toute façon, je pense que on est dans la conclusion de mon mémoire, on est dans tant que la société ne changera pas, l'e-sport ne peut pas changer parce que, faut pas se leurrer, on est tous des membres de la société, de l'humanité, et on n'est pas à part. Donc forcément, quelqu'un qui a son taf ne voit jamais une de ses supérieures qui est une femme, forcément, tu vas pas te dire que potentiellement dans l'e-sport, ça peut se faire. Parce que même s'il y a
des progrès qui sont faits, on est un peu comme partout et que on ressemble aux autres milieux, on ressemble aux autres domaines et que c'est le même style. Donc forcément, il faut que les mentalités changent, il faut que la société change et il faut qu'on se dise qu'on juge quelqu'un sur ses compétences et pas sur sa couleur de peau, pas sur son sexe et pas sur, sur vraiment quelque chose de concret, sur ce qu'il est capable de faire. Ok. I dig that. Punchline, bars. Et c'était bien, ça, t'as eu une bonne note avec ça? J'ai eu 17,5. Voilà. C'est parce que t'es une femme. Non, c'était vraiment justement la blague ironique de fin. Non, franchement, je suis vraiment contente parce que j'avais un tuteur de mémoire qui est un grand chercheur justement dans l'e-sport. Dans l'e-sport? Mais il y avait vraiment l'environnement e-sport dans votre école? Non, pas du tout. Au niveau associatif, le prof, tout ça, ça fait quand même pas beaucoup d'éléments? Pas du tout, en fait. C'est juste que ce gars-là, en fait, il est intervenu comme intervenant, il était intervenant extérieur à l'école. Et un jour, je suis tombée sur une de ses conférences qui était même pas dans mon domaine et où il proposait d'être tuteur de mémoire, mais comme tuteur extérieur. Du coup, j'ai fait, hey, mon gars, je te veux, s'il te plaît. Okay. Parce que lui, justement, est chercheur dans le jeu vidéo. Il a fait une thèse sur le jeu vidéo où il parle justement des comportements managériaux dans les guildes sur les MMORPG. Genre hyper intéressant. Et ce gars est vraiment incroyable. Mais du coup, il m'a mis 17 parce qu'il m'a dit, le truc, c'est que je te note forcément beaucoup plus dur que tout le monde parce que moi, lui, il est au niveau de thèse, etc. Mais considère que c'est excellent. Donc, tu as noté beaucoup plus dur et tu as eu 17,50. Ouais. Mais après, j'ai fait 300 pages de mémoire. J'ai des potes, ils ont fait 5 pages de mémoire, tu vois. Donc, c'était... En fait, je pense que le mémoire dans les écoles, c'est vraiment... Tu as les gens qui le font parce que c'est un apport personnel, parce que vraiment, tu vas faire des recherches de ouf et que tu vas te plonger à fond dedans. Et tu as ceux qui le font parce qu'il faut rendre un truc et que sinon, tu n'es pas diplômé. Bien sûr. Donc, moi, c'était vraiment un intérêt. Et puis, en plus, je l'ai choisi sur l'e-sport. J'ai pu le faire sur l'e-sport. Ça a été un avantage énorme. J'ai rencontré beaucoup de monde parce que j'ai eu des entretiens avec beaucoup de personnalités de l'e-sport. Justement, ça a été l'occasion de m'entretenir avec beaucoup de monde, d'avoir leurs avis, d'avoir leurs ressentis, leurs impressions. Et c'est vraiment génial parce que du coup, tu t'entretiens avec des gens qui ont commencé tout au début. J'ai eu des cosplayers, j'ai eu la responsable de Women in Games, j'ai eu le presse de Riot, j'ai eu France, j'ai eu vraiment beaucoup de monde. Et en fait, même juste de leur parler, t'es en mode, ok, toi, t'as cette vision-là, oui, t'es là depuis plus longtemps, ok, en fait, vraiment, t'as vraiment toute une réflexion. Et jusqu'au dernier jour, ma conclusion, elle n'était pas faite parce que jusqu'au dernier jour, je m'attendais pas à ce que j'allais écrire, en fait. D'accord. Voilà. Alright. Espérons aussi que ça va provoquer quelques petits changements au niveau de l'école et puis des peut-être personnes qui ne sont pas forcément sensibles à ce sujet ou aux causes féministes et ça va faire bouger les choses, quoi. On croise les doigts. J'espère parce que mine de rien, il y a quand même... Alors, il y a des hommes qui font des choses vraiment incroyables, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ont du potentiel et qui soit n'osent pas, soit sont pas forcément soutenues ou qui sont rapidement réduites à... ah oui, t'es une femme, tu veux te mettre en avant, tu veux te faire bien voir, c'est attention whore, tu sais, c'est vraiment ce côté-là. Alors qu'un mec, tu as plus... soit tu vas le booster, soit si tu le critiques, c'est pour l'aider, c'est des critiques constructives. Donc je pense qu'il y a un peu ce côté-là qui est compliqué, alors qu'il y a sûrement beaucoup de monde avec du potentiel. Et de toute façon, l'histoire a un peu ces deux côtés-là, c'est que malheureusement, il y a des côtés très inclusifs, mais on retrouve quand même les vices et les travers de la société chez certaines personnes. Heureusement, en event, je trouve qu'on en est quand même très très épargné, et que c'est surtout derrière les écrans. Parce que malheureusement, il y a l'anonymat, il y a l'impunité, où là, il y a toujours le harcèlement, il y a toujours le sexisme. En event, pour le coup, j'ai toujours trouvé que c'était des endroits absolument incroyables. Donc oui, je pense que ça va bien avancer et que potentiellement, ça peut vraiment grandir avec hommes et femmes confondus et juste des gens de talent et qui sont motivés et qui font vibrer l'e-sport tous les jours, quoi. Yes. Merci à toi en tout cas pour cette interview et puis ce sujet qu'on a pu aller travailler en profondeur qui est assez intéressant et qui revient progressivement et je suis content quand même qu'il y ait un certain optimisme et que dans la vie de tous les jours, la vraie vie, ce soit encore meilleur qu'en ligne. Le contraire aurait été plus flippant. Il faut parce qu'en même temps, si on n'est que pessimiste, alors il y a forcément des choses mauvaises, mais il y a un moment... Il y a aussi du bon, il y a du soleil, bon, là plus trop vu l'heure, oui. Mais il faut profiter des bonnes choses de la vie et l'e-sport est une belle chose. Il y a des super tournois, il y a des super ambiances, il y a des super personnes, faut aussi profiter de ces choses-là. All right. Merci à toi, on avait Valentine, merci pour cette interview. Et
Jenny 6. Je n'ai pas oublié. C'est ça. Merci Yes. beaucoup à vous. Et puis, Merci à toi. C'était The Izu DW Podcast en direct de l'UFA avec JQQ, JWQ, JQ Square, a.k.a. Chaz et bien sûr Valentine, a.k.a. Jenny 6.